Chapitre 111. Nous avons parlé, au commencement du chapitre précédent, des poètes prophètes. Parlons un peu des poètes soldats. Au nombre de ceux-ci, les plus vaillants, les plus assidus, ceux qui ont fait le plus rude travail comme mineurs, ceux qui ont livré les plus rudes assauts comme combattants, sont bien certainement messieurs Barthélemy et Méry. Marseillais tous deux, ils se connaissaient cependant à peine en 1825. Monsieur Méry n'avait jamais quitté Marseille et Monsieur Barthélemy, après l'avoir quitté enfant, n'y était presque jamais revenu. Monsieur Barthélemy, que nous appellerons Barthélemy tout court, si on le veut bien, avait été élevé au collège de Juilly et y avait reçu une excellente éducation grecque et latine. Il avait fait à Marseille, dans le genre de Mathurin-Régnier, une satire qui avait fait beaucoup de bruit, mais sans jamais être imprimée, lorsqu'il publia, à propos du sacre, une ode à Charles X. Perdu dans le succès qu'obtinrent à cette époque des rivaux déjà illustres, quand il était encore inconnu, Barthélemy vit son ode passer inaperçue. Et cependant, il y avait dans cette ode quelques strophes remarquables, et entre autres celle-ci adressée à Camoens. « Et toi, chantre fameux des conquérants de l'Inde, fier de ton indigence et des lauriers du Pinde, tu nageais sur les flots de l'abîme irrité, et du double trépas, vainqueur digne d'envie, d'une main tu sauvais ta vie, de l'autre tu sauvais ton immortalité. » Barthélemy avait hérité un certain patrimoine de son père et le mangeait tranquillement à l'hôtel du Grand Balcon, rue Traversière numéro 11. Méry aussi avait débuté, et pour son début, à l'âge de 18 ans, il avait été condamné à 8 mois de prison. Ce début était une brochure contre M. Élissagaret. Quand, après 25 ans écoulés, on se retourne et qu'on revient sur l'ancien sentier de sa vie, on est tout étonné d'y trouver des noms d'hommes et de choses complètement oubliés, et qui cependant, à une certaine époque, causèrent dans la société des oscillations éteintes dans tous les souvenirs depuis que l'équilibre s'est rétabli. M. Élissagaret était inspecteur de l'université. Un jour, il arriva à Marseille et fit, comme d'habitude, un discours au Collège royal. Dans ce discours, on remarquait cette phrase que nous reproduisons textuellement dans son sens, sinon dans son texte. « Messieurs, il faut avoir 2 poids et 2 mesures. Quand un élève sera royaliste et religieux, il faut tout lui pardonner. Quand il sera libéral, il faut être envers lui de la plus grande sévérité. » L'emploi de ces 2 poids et de ces 2 mesures, qui eut un grand retentissement dans les journaux du temps, révolta Méry. Il fit contre M. Élissagaret une brochure un peu vive, et à ce qu'il paraît, cette brochure, comme nous l'avons dit, valut à son auteur 8 mois de prison. Méry n'avait à Marseille aucune ressource. Il avait le commerce en antipathie, il faisait des vers avec la plus grande facilité, et il jouait aux dames en joueur de première force. Il ne fallait pas penser au commerce, il ne fallait pas compter sur la poésie. Méry résolut donc d'utiliser le jeu, qui, porté au point où il le possédait, devient un art. Il partit pour Paris dans l'intention d'y vivre en jouant aux dames. Il y arriva à 21 ans, se logea rue des Petits-Augustins, numéro 11, chez Madame Calderon, avec Achille Vaulabelle, l'auteur des 2 Restaurations, et commença une existence partagée entre l'étude de la généalogie sous Cuvier et le perfectionnement du jeu de dames avec les premiers amateurs du café Manoury. Il jouait donc aux dames au café Manoury et étudiait la géologie au jardin des plantes. En jouant à 10 sous la partie, jamais davantage, Méry se fit pendant 1 an un revenu de 10 francs par jour. D'un autre côté, il ne manquait pas une leçon d'anatomie comparée, et Cuvier, qui n'avait pas d'auditeur plus assidu que lui, le tenait en grande amitié et lui prédisait sa survivance géologique. Les choses d'ailleurs se présentaient à merveille pour l'avenir de notre Marseillais. Madame Calderon, qui l'adorait, voulait lui faire épouser une jeune marchande de mode très en vogue à cette époque, et dont la maison, l'une des plus accréditées de Paris, rapportait 25 ou 30 000 francs par an.
Le mariage était arrêté. Méry souriait à un avenir de paille de riz et de rubans bleus et roses, lorsque, par une fraîche soirée de février 1826, la jeune fiancée, forcée de traverser le pont des Arts au bras de Méry, faute d'un fiacre cherché inutilement quai Voltaire et rue Jacob, fut prise d'un refroidissement, atteinte d'une maladie de poitrine et mourut en 3 jours. Méry se trouva veuf sans avoir été marié. Il se crut condamné à des larmes éternelles, mais les dames et la généalogie ont de puissantes consolations, et sans avoir oublié la pauvre morte, Méry se trouva un matin la tête assez libre pour dire à Barthélemy « Mon cher, savez-vous qu'un homme qui ferait dans ce moment-ci de la satire aurait une place superbe à prendre en politique et en poésie ?»« Avez-vous une idée ?» demanda Barthélemy. « Oui, certes. Et laquelle ?» Une épître à Sidi Mahmoud. Vous avez oublié ce que c'était que Sidi Mahmoud, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous le dire. C'était un envoyé de notre ami le bey de Tunis, un peu moins notre ami à cette époque-là qu'il ne l'est aujourd'hui, et qui venait féliciter Charles X sur son avènement à la couronne. Sidi Mahmoud avait été reçu solennellement le 5 mai au ministère des Affaires étrangères par monsieur le baron de Damas, ayant autour de lui des pairs, des députés et des officiers généraux. Au moment où l'huissier avait annoncé l'ambassadeur, tout le monde s'était levé, excepté M. de Damas, qui, représentant le roi de France, était resté assis et couvert. M. de Damas avait salué l'ambassadeur d'un geste de sa main et lui avait fait signe de s'asseoir. L'ambassadeur avait alors remis ses lettres et s'était assis. Un interprète arabe avait traduit les lettres. Paris, qui n'avait pas grand-chose à faire à ce moment-là, était purement et simplement préoccupé de Sidi Mahmoud, de ses 30 ans, de sa belle tête brune, de son dolman blanc brodé de soie bleue de ciel et rattaché avec des agrafes d'or, des 2 châles qui formaient son turban et du cachemire qu'il portait sur son épaule. Méry avait donc parfaitement raison, le cadre était excellent. Barthélemy le reconnut comme lui, et avec lui. Malheureusement, il partait pour Londres. « Faites votre épître tout seul, dit-il à Méry, et à mon retour nous parlerons satire. » Barthélemy partit pour Londres, et Méry composa son épître. L'épître composée, le travail le plus difficile n'était pas accompli. Il s'agissait maintenant de la faire imprimer. Méry porta son épître à Ponthieu, qui se récria « Personne ne lisait plus de vers ». Méry eut beau répondre par les 20 éditions de Casimir de Lavigne, par les 15 éditions de Béranger, par les 12 éditions de Lamartine, par les 10 éditions de Victor Hugo. À chaque nom que prononçait Méry, Ponthieu disait « Oh, monsieur Casimir de Lavigne, c'est autre chose. Oh, monsieur Béranger, c'est autre chose. Oh, monsieur Victor Hugo, c'est autre chose. Oh, monsieur Lamartine, c'est autre chose. » Ce qui veut dire, en langue d'imprimeur, « Mon cher monsieur, tous les gens dont vous me parlez là ont un nom et du talent, et vous n'avez ni l'un ni l'autre. » Méry, battu, repoussé, chassé, fit retraite, son épître à la main. On lui avait parlé d'un autre imprimeur nommé Béraud. Malheureusement, cet imprimeur-là avait une opinion, il était gouvernemental. Méry résolut de lui présenter son ode comme une pièce de poésie en l'honneur de M. de Villèle. L'intelligence de l'imprimeur ferait le reste. Méry ne se trompait pas. L'imprimeur lut l'épître à Sidi Mahmoud et fut très content. Il offrit de l'imprimer à la condition qu'on le rembourserait sur les premiers exemplaires vendus. On tira l'œuvre à 2000. Les 2000 exemplaires disparurent en moins de 8 jours. Sur ces entrefaites, Barthélemy revint de Londres. À son arrivée à Paris, il apprit le succès de l'épître et, saisissant la balle au bond avant qu'elle fût morte, il fit une autre épître intitulée « Adieu à Sidi Mahmoud » qui eut presque autant de succès que la première. Dans l'intimité de Méry et de Barthélemy vivait à cette époque un des rédacteurs principaux du journal Le Nain jaune. Ce rédacteur se nommait Soulet. Il venait d'être condamné à 2 mois de prison pour un article de Santo Domingo. Il ne voulait pas faire ces 2 mois dans la prison. Il avait par hasard, avec Barthélemy, une ressemblance physique qui permettait qu'il se servît de son passeport. Barthélemy le lui prêta. Soulet partit pour Londres, de Londres passa aux États-Unis et en est aujourd'hui le premier avocat de la Nouvelle-Orléans où il gagne 100 000 francs par an.
Pendant ce temps, Méry faisait seul son épître à M. de Villèle. Ces publications, toutes chaudes d'opposition, de raillerie et d'esprit du moment, avaient le plus grand succès. 2 poètes de plus venaient de s'inscrire au catalogue des poètes. Ils résolurent alors, suivant la même route, de lier leurs 2 plumes, et ils publièrent sous leurs 2 noms la Ville-Héliade, qui eut 15 éditions. Seulement, la Ville-Héliade faite restait, comme pour l'épître à Sidi Mahmoud, la grande question de savoir quel libraire oserait l'éditer. Les libraires craignaient 3 choses, l'amende, la prison, le retrait de leur brevet. Méry et Barthélemy allèrent chez tous les libraires de leur connaissance, offrant leurs poèmes. Chacun de ceux auxquels ils s'adressaient acceptait d'abord, puis disait un chant ou 2, puis rendait le manuscrit en secouant la tête et en disant « Édite votre poème qui voudra, ce ne sera pas moi ». Les 2 collaborateurs reprenaient leur manuscrit et faisaient, près d'un autre libraire, une nouvelle tentative qui avait le même résultat. Quand on eut épuisé la liste des libraires connus, on passa aux imprimeurs avec lesquels on avait eu des relations. Les imprimeurs étaient dans la situation des libraires. Ils craignaient, comme nous l'avons dit, l'amende, la prison, le retrait de leur brevet. Ils refusèrent. C'était triste de rester avec 5 ou 6 000 vers sur les bras. Et quels vers! Des vers qu'1 mois après, la France entière devait savoir par cœur. Méry proposa de faire une nouvelle tentative près d'un imprimeur tout à fait inconnu. C'était un remède désespéré, mais les remèdes désespérés sauvent parfois le malade. On ouvrit un annuaire de la librairie pour y chercher un nom d'imprimeur qui, par l'assemblage de ses lettres, sa signification ou sa consonance, donna quelque espoir aux yeux ou à l'oreille des 2 poètes. Il y avait un imprimeur qui se nommait Augustin Barthélemy. Il habitait rue des Grands-Augustins numéro 12. Le nom parut de bon augure aux 2 auteurs. Ils reprirent leurs manuscrits et se présentèrent chez M. Barthélemy. Ils trouvèrent un grand jeune homme, au front intelligent, au regard doux mais ferme, à la figure ouverte et bienveillante. Ils lui exposèrent leur embarras. « Votre œuvre est donc une œuvre d'opposition » demanda-t-il. « Oui, monsieur. »« Très vigoureuse ?»« Trop vigoureuse à ce qu'il paraît. »« Et il y a du risque à l'imprimer ?»« On le dit. »« Eh bien, j'imprime votre œuvre, je cours le risque. » Les 2 poètes tendirent chacun une main, M. Barthélemy tendit les 2 mains. 10 jours après, la Ville-Héliade, pour laquelle il avait fait les avances d'impression, de papier, de brochage, etc., paraissait et se vendait, comme nous l'avons dit, à 15 éditions. Cet imprimeur, qui faisait de l'opposition sous les Bourbons, qui en a fait sous Louis-Philippe, était notre bon et brave ami Auguste Barthélemy, depuis représentant d'Eure-et-Loir à la Constituante et à la Législative. Forcé de s'expatrier après le 2 décembre, il est resté 5 mois à Bruxelles, et aujourd'hui, rentré en France, et ayant refusé de prêter serment comme conseiller général, il habite son château de Lévéville, à 1 lieue de Chartres. Hâtons-nous de dire que ce n'est pas sur ses économies d'imprimeur qu'il a acheté ce château. Hélas non. Sa loyauté commerciale, dont on vient de voir un exemple, lui a coûté au contraire quelque chose comme 150 ou 200 000 francs. Voilà l'histoire de la Ville-Héliade. Au reste, dans les notes du 6e chant de l'Énéide, Barthélemy dit que le poème est de Méry seul. J'ai peu connu Barthélemy, à peine l'ai-je vu 1 ou 2 fois dans ma vie. Mais j'ai beaucoup connu Méry. Il a été, il est et sera toujours probablement un de mes meilleurs amis. Et ces amis, je puis les compter facilement. J'en ai 2 ou 3, en cherchant bien, 4 peut-être. Vous voyez que, si petite que fût ma maison, en supposant que j'eusse une maison, elle ne serait pas pleine. Rien n'était plus étrange pour la ressemblance physique et morale que cette association de Méry et de Barthélemy. Barthélemy est de haute taille, Méry de taille ordinaire. Barthélemy est froid comme une glace, Méry ardent comme une flamme. Barthélemy muet et concentré, Méry loquace et tout en dehors. Barthélemy manque d'esprit dans la conversation, Méry est une cascade de mots, un paquet d'étincelles, un feu d'artifice. Méry, et j'abandonne ici la comparaison, c'est tout ou à peu près tout ce qu'on peut savoir. Il connaît la Grèce comme Platon, Rome comme Vitruve, l'Inde comme Hérodote. Il parle latin comme Cicéron, italien comme Dante, anglais comme Lord Palmerston.
Mélomane au premier chef, un jour il disputait avec Rossini. « Tenez, dit-il à l'auteur de Moïse et de Guillaume Tell, laissez-moi tranquille, vous n'entendez rien à la musique. » Et Rossini lui répondit « C'est vrai. L'homme le plus spirituel a ses bons et ses mauvais jours, ses lourdeurs et ses allègements de cerveau. Méry n'est jamais fatigué, Méry n'est jamais à sec. Quand par hasard il ne parle pas, ce n'est point qu'il se repose, c'est tout simplement qu'il écoute. Ce n'est point qu'il est fatigué, c'est qu'il se tait. Voulez-vous que Méry parle? Approchez la flamme de la mèche et mettez le feu à Méry, Méry partira. Laissez-le aller, ne l'arrêtez plus, et que la conversation soit à la morale, à la littérature, à la politique, au voyage, qu'il soit question de Socrate ou de M. Cousin, d'Homère ou de M. Viennet, de Napoléon ou du président, d'Hérodote ou de M. Cotu, vous aurez la plus merveilleuse improvisation que vous ayez jamais entendue. Puis, chose incroyable, au milieu de tout cela, jamais une médisance sur un ami. Si Méry a touché le bout des doigts d'un homme, tout le corps lui est sacré. Et en effet, qui rend l'homme méchant? L'envie. Que voulez-vous qu'envie Méry? Il est savant comme les Thénardier, il est poète comme nous tous ensemble, il est paresseux comme Figaro, spirituel comme Méry. C'est à mon avis une très belle position en littérature. Quant à la facilité de Méry, elle est devenue proverbiale. J'en citerai 2 exemples. Un soir du 31 décembre, où l'on parlait de cette facilité, et où je ne sais plus quel saint Thomas littéraire la révoquait en doute, Méry demanda qu'on voulût bien lui imposer un certain nombre de bourrimées qu'il s'engageait à remplir à l'instant même. Nous nous réunîmes et trouvâmes, à grand renfort d'imagination, les rimes suivantes. Chou-fleur, trouble, souffleur, rouble. Clairon, dune, perron, lune. Fusil, coude, grésil, boude. Nacara, conque, baccarat, quelconque. Argot, jongle, camargot, ongle. En moins de temps que nous n'en avions mis pour trouver les rimes, Méry composa les vers suivants. Vœux de la nouvelle année. À tous nos curtus, je souhaite un chou-fleur. À nos législateurs un des séances sans trouble, à l'acteur en défaut un excellent souffleur, aux Français en Russie un grand dédain du rouble. À Bülow le retour de Mars et de Clairon, aux marins le bonheur de vivre sur la dune, à la Sainte-Chapelle un gothique perron, à l'apôtre Journet l'amitié de la lune. Aux soldats citoyens l'abandon du fusil, à l'écrivain public un coussin pour son coude, à moi, l'hiver sans froid, sans neige et sans grésil, un soleil qui jamais dans un ciel gris ne boude. Aux juifs errants, un banc de velours nacara, à l'arabe au désert des eaux à pleine conque, aux joueurs un essaim de neuf ou baccarat, à l'homme qui s'ennuie une douleur quelconque. À le verrier, un point dans le signe d'argot, au tigre du Bengale, un anglais dans la jungle, aux danseuses du jour, les pieds de Camargo, à l'auteur qu'on attaque, une griffe pour l'ongle. Un autre soir, c'était chez Madame Girardin. Il était fort question à cette époque de la Lucrèce de Ponsard. L'Académie, haineuse et aux abois, avait absolument besoin, ayant tant de haine, de simuler au moins un amour. L'Académie, qui ne connaissait pas un mot de Lucrèce, la vantait, la prônait, l'exaltait. C'était d'avance la fille adoptive de toutes ces impuissances qui, n'ayant jamais fait d'enfants, en sont réduits à caresser les enfants des autres. C'était enfin une œuvre qu'on allait avoir à opposer à Marion Delorme et à Lucrèce Borgia, à la Maréchale d'Ancre et à Chatterton, à Antony et à Mademoiselle de Belle-Île. Il y avait donc liesse au palais Mazarin. En attendant l'apparition du chef-d'œuvre, chacun en parlait à son point de vue. Je connaissais Lucrèce, je l'avais entendu. Je savais que c'était une estimable tragédie de collège, consciencieusement faite par son auteur, qui, peut-être un peu ignorant des âges romains, me semblait avoir confondu la Rome des rois avec celle des empereurs, Sextus Tarquin avec Caligula, Tullie avec Messaline. Mais enfin, je soutenais que l'œuvre, toute dépourvue qu'elle était d'imagination et de drame, méritait d'être écoutée à cause de la forme. Lorsque Méry dit « Moi, je propose de faire une Lucrèce et de la faire jouer
avant que la Lucrèce de Ponsard soit jouée elle-même. On l'annonce pour le 25 du mois, nous sommes le 22, elle ne sera jouée que le 30. C'est plus de temps qu'il n'en faut pour faire 2000 vers, pour les lire, les distribuer, les répéter et les jouer. Combien vous faut-il pour faire la tragédie, dit Jaméry. Dame, à 400 vers l'acte, 5 actes, c'est 5 jours. Ainsi, demain au soir, vous pourriez nous donner le premier acte. Demain au soir, oui. Nous prîmes rendez-vous pour le lendemain au soir, sans compter aucunement sur le premier acte de Lucrèce. Le lendemain, tout le monde était exact au rendez-vous. Nous nous transformâmes en comité de lecture. On apporta un verre d'eau à Méry, il s'assit à la table, nous fîmes cercle alentour. Il tira son manuscrit de sa poche, toussa, trempa l'extrémité de ses lèvres dans l'eau et lut les scènes suivantes. Il n'avait pas fini l'acte parce qu'il avait été dérangé, mais il offrait de terminer, séance tenante, ce qu'il en manquait. Lucrèce, tragédie, scène première, la maison de l'aruspice Faustus, c'est-à-dire une vaste treille à mi-côte du mont Quirinal. À gauche, la façade d'une maison en briques rouges, devant la porte, un autel supportant un dieu pénate en argile. Au pied du Quirinal, dans un fond lumineux, le champ de Mars bordé par le Tibre. Faustus, seul, à l'autel de ses dieux. Dieu pénate d'argile, ô mon Dieu domestique, un jour tu seras d'or sous un riche portique, tel que Rome en prépare à nos dieux immortels, et le sang des taureaux rougira tes autels. Mais aujourd'hui reçois avec un œil propice la prière et le don du pieux aruspice. Ces fruits qu'une Vestale accueillit ce matin dans le verger du temple au pied de l'Aventin, et ce lait pur qui vient de la haute colline où la nuit on entend une voix sibylline, quand le berger craintif suspend au vert rameau la flûte qu'un dieu fit avec 7 chalumeaux. L'aube sur le soracte annonce sa lumière, si j'apporte déjà mon offrande première. C'est qu'une grande voix a retenti dans l'air, c'est que la foudre à gauche a grondé sans éclair, et que dans cette nuit sombre et mystérieuse a gémi l'oiseau noir aux branches de lieuse. Ô Dieu l'art, dis-moi quel forfait odieux doit punir aujourd'hui la colère des dieux, afin que le Flamine et la blanche Vestale ouvrent du temple saint la porte orientale, et qu'au maître des dieux, dans les rayons naissants, montent avec le jour la prière et l'encens. Scène 2. Faustus, Brutus, en tunique de couleur brune, comme un laboureur suburbain. Brutus. Que les dieux te soient doux, vieillard, et que si belle, jamais dans tes jardins n'est un sillon rebelle. La fatigue m'oppresse, à l'étoile du soir, hier je vins à la ville. Faustus, ici tu peux t'asseoir, modeste est ma maison, étroite est son enceinte, mais j'y vénère encore l'hospitalité sainte, et j'apaise toujours la faim de l'indigent, comme si mon Dieu l'art était d'or ou d'argent. Brutus, je le sais. Faustus, quelle rive étranger t'a vu naître? Brutus, quand les dieux parleront, je me ferai connaître. Ma mère est de Capène, elle m'accoutuma, tout enfant, à servir les grands dieux de Numa. Du haut du Quirinal, on voit ma bergerie, sous le bois saint aimé de la nymphe Égérie, et jamais le loup fauve autour de ma maison ne souilla de ses dents une molle toison. Faustus, et quel secret dessein à la ville t'amène? Brutus, la liberté. Jadis Rome était son domaine, lorsque les rois pasteurs, sur le coteau voisin, pauvres se couronnaient de pampres et de raisins. Lorsque le vieux Évandre arrivait dans la plaine pour présider au jeu sous un sayon de laine, et que partout le Tibre admirait sur ses bords des vertus au-dedans et du chaume au-dehors. Mais ces temps sont bien loin, tout dégénère et tombe, le puissant Romulus doit frémir dans sa tombe en écoutant passer sur son marbre divin des rois ivres d'orgueil, de luxure et de vin. Faustus, jeune homme, la sagesse a parlé par ta bouche, ton regard est serein, ta voix rude me touche. Non, tu n'es pas de ceux qui vont à nous rampant sous l'herbe des jardins comme fait le serpent,
infâmes délateurs qui touchent un salaire en révélant au roi la plainte populaire et livrent au bourreau sous l'arbre du chemin tout citoyen encore fier du nom de Romain. Brutus. Prêtre, écoute ton fils. Tu te souviens sans doute d'un nom sacré, d'un nom que le tyran redoute, d'un nom qui flamboyait sur le front d'un mortel, comme un feu de cybèle allumé sur l'autel, de Brutus, Faustus. Sa mémoire est-elle ensevelie? Ce nom est-il de ceux que le Romain oublie? Il vivra tant qu'un prêtre en tunique de lin dira l'hymne de Rome au dieu capitolin. Je l'ai connu, j'ai vu s'incliner comme l'herbe ce héros sous le fer de Tarquin le superbe. Il est mort, morts aussi tous ses nobles parents, hécatombe de gloire immolée aux tyrans. Brutus. Prêtre, il lui reste un fils. Faustus. Je le sais, corps sans âme, noble front que le ciel a privé de sa flamme, ombre errante qui va demander sa raison au sang liquide encore au seuil de sa maison. Brutus. C'est un faux bruit, sa main à la vengeance est prête, Minerve a conservé sa raison dans sa tête, son père lui légua son visage, sa voix, sa vertu. Faustus s'écriant, Dieu, je veux l'embrasser. Brutus, tu le vois. Faustus, oh, serrant Brutus dans ses bras, les dieux quelquefois jettent sur la paupière un voile comme ils font aux images de pierre. La vieillesse est aveugle, oh, je te reconnais, je rentre dans la vie, oui, mon fils, je renais. Ô Dieu l'art, pourquoi ton funèbre présage? Oui, voilà bien son pas, son regard, son visage, son maintien de héros, son geste triomphant. Brutus, mort sous mes yeux, revit en son enfant. Mes pleurs réjouiront ma paupière ridée. Dis, quel heureux destin t'a conduit? Brutus, une idée. Le temps est précieux, le premier rayon d'or luit sur le fronton blanc de Jupiter Stator. Il faut agir. Apprends que, dans Rome j'épie les cyniques projets de cette race impie, et qu'elle nous prépare un crime de l'enfer rêvé par l'Euménie dans sa couche de fer. La ville de nos dieux par le crime est gardée, le Sénat d'or, Tarquin fait le siège d'Ardée. La justice se voit les marches d'un palan, Sextus règne au palais, Sextus, un insolent, entouré nuit et jour de ses amis infâmes, brave comme Ixion pour insulter les femmes, ne laissant sous le chaume ou le lambris doré, dans l'alcôve en deuil qu'un lit déshonoré. Ce matin, éveillé, l'aube luisant à peine, j'ai vu Sextus assis sous la porte Capène. Il parlait, l'imprudent, et ne se doutait pas du fantôme éternel qui brûle sous nos pas. Donc j'ai su qu'il attend que Rome tout entière s'éveille et qu'un esclave apporte sa litière. Je ne puis en douter, un obscène souci, avant le grand soleil, doit le conduire ici. Faustus. Ici? Brutus. Dans ta maison, quel dieu jaloux amène par ce sentier désert une dame romaine? Faustus. Une seule, elle vient aux heures du matin. Brutus, quel est son nom? Faustus. L'hymen l'unit à Colatin. Brutus. Lucrèce, Dieu, je lis de notre gynécée, sainte pudeur défend ta vie menacée. Faustus. Son époux est absent, et quand le jour a lui, elle vient consulter les augures pour lui. Brutus. Oh, qu'aujourd'hui des dieux la puissance immortelle l'écarte. Faustus. Un bruit de pas. Brutus. Sainte pudeur, c'est elle. Nous voudrions bien faire une plaisanterie, mais nous ne voulions pas commettre un meurtre. Jouer cette pièce au Théâtre-Français ou à la Porte Saint-Martin avant la Lucrèce de M. Ponsard, c'était évidemment tuer celle-ci. Méry s'arrêta donc à la moitié du premier acte. Un dernier mot sur 1828. Méry, à cette époque, demeurait rue de Harlay, 29, dans la même chambre que Carrel. La réunion du soir se composait ordinairement de Rabe, de Raffnel et de Reboul. De ces 5 amis, presque inséparables, 4 ont été cruellement emportés avant l'heure. Rabe par une maladie terrible qui le coucha dans la tombe, aussi défiguré que si un tigre lui eût rongé le visage. Carrel et Reboul furent tués en duel, l'un à Saint-Mandé, l'autre à la Martinique.
Raphnel fut coupé en deux sous l'Acropole par un coup de canon turc.